Bonjour, shalom, assalam alaikum. Après le studio improvisé en pleine nature, dans la cour de l'école primaire publique de Djéméni, sous les arbres, avec en fond sonore les petits-enfants qui venaient de manger à midi avec la cantine scolaire, et le club La Presse se retrouve aujourd'hui au studio climatisé de la nouvelle génération. Mais l'équipe est toujours à 3 avec à la technique Michel Kokou-Vitogbe Tomega et Jérôme Takoucha. Et ici au micro, vous écoutez le seul innocent que le monde ait jamais produit. Avec à mes côtés deux invités, dont le confrère Ambroise Yaouk Ponjo. Bonjour. Bonjour Sass, bonjour. Je voudrais profiter pour dire bonjour aussi à nos amis de l'IFODEL, nos amis qui forment les gens dans le développement local, la décentralisation, surtout que nous sommes dans l'actualité, le feu de cette actualité. Les étudiants, ceux qui sont intéressés, sont invités à se former là-bas. Merci. Nos amis militaires aiment dire que le terrain commande l'action. Le terrain commande l'action et c'est vraiment le terrain de cette semaine qui commande l'action ici au Club de la Presse. Vous comprendrez pourquoi. Et autre invité que nous avons aujourd'hui, Kodjo Syriac Nousouglo, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Canal FM. Eh bien, nous devrions vous recevoir le mardi dernier dans le cadre de cette activité culturelle bien intense que vous managez. Il s'agit donc de ce que le confrère La Dépêche écrivait hier, le 6e congrès de la FICDC qui a porté sur la diversité culturelle qui se retrouvait au centre des débats. Mais pédagogie, Syriac, c'est quoi la FICDC? La FICDC, c'est la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Donc, c'est un organisme, une fédération qui regroupe une trentaine d'associations nationales qui militent en faveur de la diversité culturelle. Donc, c'est une association qui regroupe donc des artistes, des professionnels de la culture à travers le monde. Donc, une trentaine de pays environ. Donc, vous êtes donc le vice-président de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Et ici, au plan national, c'est vous qui présidez la coalition togolaise pour la diversité culturelle. Oui, c'est bien ça. Eh bien, ce 6e congrès que la FICDC a tenu, vous nous rappelez vous-même le thème sur lequel vous avez débattu? Donc, nous avons débattu surtout des perspectives panafricaines pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Donc, le problème, c'est que la convention de 2005, qui est la convention de l'UNESCO, qui protège et fait la promotion de la diversité des expressions culturelles, a été ratifiée aujourd'hui par près de 200 pays, dont le Togo. Donc, il faut rappeler que le Togo est le 9e pays au monde et le 3e pays africain à avoir ratifié la convention en septembre 2006. La convention a été ratifiée, enfin adoptée par l'UNESCO le 20 octobre 2005. Donc, moins d'un an après, le Togo avait déjà adhéré et ratifié à la convention. C'est le cas de beaucoup de pays africains aussi. Mais donc, il y a beaucoup de promesses dans la convention qui concernent le développement du secteur culturel, la mobilité des artistes, leur formation, le renforcement des capacités et surtout le développement des secteurs créatifs. Mais bon, donc le constat, c'est que il n'y a pas beaucoup de choses qui avancent dans nos pays et c'est pour cela que le Congrès a voulu faire le point des avancées sur la question. Eh bien, ceux qui aiment se moquer un peu gentiment de nous aiment dire que le Togo est toujours prompt à prendre de bons textes au plan national et à adhérer et ratifier les conventions au plan international. Mais l'autre partie, c'est que qu'est-ce que nous faisons pour mettre en œuvre effectivement tous ces textes-là. Je présume que vous allez porter un démenti pour ce qui concerne le texte fondateur de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. En réalité, bon, dans ce cas de figure, on ne peut pas reprocher au Togo d'avoir été très rapide à ratifier cette convention,
Mais il y a une situation générale qui provoque sur le terrain, parce que le Togo a quand même fait des efforts au niveau culturel. Vu de loin, donc les gens ont l'impression que rien ne se fait, mais vu de près, il y a la politique culturelle du Togo qui a été mise en œuvre, qui a été adoptée en 2011. Il y a des politiques sectorielles, notamment dans le domaine du livre, dans le domaine du cinéma et de l'image animée. Il y a régulièrement des choses qui se font dans le secteur créatif, donc les arts plastiques et l'artisanat d'art, il y a beaucoup de choses. Donc sur le plan culturel, la question du droit d'auteur également. Et sur le plan culturel, le Togo s'est doté d'un arsenal juridique assez avancé et fait des choses. Donc, mais dans tous les pays, même dans les pays développés, il y a la veille pour que les gouvernants et la société civile en fassent beaucoup plus quand il s'agit de faire la promotion des artistes et des milieux, des professionnels des arts et de la culture. En somme, nous avons un bon arsenal en matière de diversité culturelle. Mais Cyriaque, dites-nous, comment se présente la diversité culturelle chez nous ici au Togo, concrètement? Bon, donc nous sommes un pays de diversité, et parce que il faut rappeler que la diversité est la caractéristique même de l'être humain, comme la diversité biologique permet d'identifier les différents groupes biologiques. De la même façon, les êtres humains se caractérisent par la diversité. Et la diversité, c'est non seulement l'ensemble des groupes qui composent le Togo, mais aussi les différentes expressions culturelles qui viennent de ces groupes, leur façon de faire le chant, leur façon de faire la danse, leur tradition de gouvernance. Il y a beaucoup de choses dans nos traditions qui méritent d'être, d'être promues, d'être mises en exergue dans nos compositions, dans un certain nombre de choses. Par exemple, je ne veux pas faire de la publicité, mais la dernière fois que King Mensah était sorti, son nouvel album était basé sur un certain nombre de traditions de chant et de danse du sud jusqu'au nord. Donc, on voudrait que nos artistes, dans leurs compositions, dans leurs expressions, puissent faire la promotion de la diversité de nos cultures. Et nous avons une extraordinaire diversité qui se manifeste dans les cultures différentes, mais aussi par le métissage dans lequel nous sommes dans ce pays. Merci. C'est vrai qu'il y a King Mensah qui fait un travail sur la tradition culturelle. Il y a également des gens comme Finiki qui nous a quittés, mais l'autre artiste également du Togoville, prêtez-moi son nom, qui travaille également sur la richesse culturelle de son terroir de Togoville. On va se rappeler. Justement en matière de diversité culturelle, Cyriaque, nous avons appris malheureusement hier que le Togo vient de perdre un artiste qui a également travaillé sur le terroir de son pays. C'est Ali Bawa qui a chanté le terroir Bassa. Eh bien, Ali Bawa s'en est allé pendant qu'il n'y a pas longtemps. Nous avons pleuré un artiste toujours du terroir Bassa, Ouitassan. Et il y a quelques années, c'est Madame Panté qui s'en est allé également. Il faut souhaiter que le pays Bassa nous génère d'autres artistes à la hauteur de ces talents qui nous ont quittés. Ah oui, j'avais pas appris. Toutes mes condoléances à la famille des artistes, à la famille biologique de Ali Bawa. Il a fait. Les jeunes ne le connaissent pas. Ce sont des gens qui ont animé la vie culturelle dans nos pays dans les années 70, dans les années 80. Ils ont des façons de s'approprier leur tradition que nous n'avons pas toujours aujourd'hui. Et nous saluons sa mémoire. Merci à cette généreuse auditrice du prénom d'Aélé qui corrige notre ignorance. L'artiste dont je cherchais tant le nom, c'est Charles Ozo. De Togoville et qui chante également la richesse culturelle. Merci à elle, vous méritez bien une bouteille de Fanta puisque vous ne prenez pas de la bière. Bien, voilà, Cyriaque, nous revenons donc à ce 6e congrès de la Fédération internationale de la coalition des diversités culturelles. Vos travaux vous ont réunis pendant 3 jours.
Bon, les travaux sont déjà finis, mais voulez-vous nous faire revisiter les grandes artères, les grandes articulations de cette conférence? Donc, il faut dire que, comme je l'ai rappelé, les travaux ont d'abord porté sur comment mettre en œuvre la Convention dans l'espace africain. J'ai rappelé tantôt que c'est vraiment une exigence parce que, comment dit-on, la Convention de 2005 qui protège la diversité des culturels, fait une part belle à la promotion des artistes. Et donc, non seulement les artistes, mais tous les professionnels de la culture. Parce que la Convention de 2005 de l'UNESCO reconnaît l'importante contribution des artistes et des professionnels de la culture et leur rôle central, qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles. Donc, ces gens-là sont dans un processus de création et d'expression qui doivent être encouragés, notamment à travers, comment dit-on, leur engagement à aider et à accompagner nos communautés. Il y a également que c'est un secteur, le secteur créatif a besoin d'innovation technologique, a besoin d'infrastructures, a besoin de renforcement de capacités, de développement des compétences. Donc, la Convention permet tout cela. Il y a aussi un travail qui d'accompagnement dans les différents secteurs des arts et de la culture. La Convention encourage les échanges culturels entre les différents acteurs et les professionnels de la culture et le dialogue, que ce soit au niveau national, au niveau local, au niveau régional ou transfrontalier. Il y a également la question de la mobilité des artistes, parce que c'est une question centrale, parce qu'aujourd'hui, des gens sont artistes chez nous, ils sont artistes en Afrique, etc. Mais lorsqu'il s'agit pour eux d'aller dans des rencontres internationales, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, ils sont confrontés à des problèmes de visa, etc. Alors que la Convention de 2005 essaie de dire que la mobilité des artistes est centrale. Parce qu'on ne peut pas, nous sommes dans un monde de métissage, nous sommes dans un monde de dialogue interculturel. Si les artistes européens ou américains ont la possibilité de venir ici, nous aussi, nos artistes, les artistes africains, etc., des pays du tiers-monde, doivent aussi avoir la possibilité d'aller ailleurs. Et ils ont aussi la possibilité également d'être accompagnés pour pouvoir être renforcés dans leurs capacités. Donc autant nous pouvons venir ici, les gens peuvent venir ici accompagner nos artistes, il faudrait qu'ils aillent là-bas pour pouvoir se faire renforcer. Il y a un certain nombre de dispositifs dans cette convention qui méritent d'être vus. Merci. Eh bien, après que nous avons abrité ce congrès et cette conférence, qu'est-ce que nous sommes en droit d'en attendre comme une plus-value pour une meilleure éclosion culturelle chez nous, Cyriaque? Donc, ce que nous pouvons en attendre, c'est une meilleure compréhension de cette convention pour les artistes et les professionnels, un meilleur accompagnement de nos États, parce que il faut dire que ce congrès a été vraiment accompagné par le gouvernement, et je tiens ici à le remercier à travers le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le ministère de la Sécurité, et à des niveaux beaucoup plus élevés encore. Bon, donc, il y a aussi les organisations sous-régionales. Nous avons eu à Lomé la voix de l'UEMOA qui regroupe 8 de nos États et qui établit une politique commune pour la sous-région. Nous avons eu l'OIF également qui était venu parler de sa politique en faveur des artistes et d'autres organisations encore. Donc, ce que nous retenons, c'est un engagement beaucoup plus précis pour que les acteurs culturels, les milieux des professionnels des artistes soient accompagnés au mieux dans nos pays à travers les tests qui existent et également au niveau régional et au niveau interafricain ou international. Donc, on a eu beaucoup d'échanges. Il y a des chercheurs qui sont venus du Canada, de France, de Suède, etc., qui ont établi des liens et qui sont prêts à accompagner les acteurs culturels. Merci à vous, Cyriaque Ojounousouglo, pour une restitution de ce congrès et de cette conférence que notre pays a abrité, avec l'espoir que cela donnera plus d'élan à la création et à l'éclosion des artistes chez nous, à la diversité culturelle. Comment oublier toute la richesse culturelle
de mes beaux-parents à Mission Tové. Ambroise, avec tout ce que vous avez à Mission Tové comme richesse culturelle. Absolument. À Mission Tové, il y a tellement de richesses culturelles. D'abord, commençant par l'arrivée. On ne va pas le citer, juste. Oui, juste un bref aperçu. Commençant par l'arrivée même de nos grands-parents de Ngotien, ceux qui sont allés à Tchévier, ceux qui sont allés à Nguepé, ceux qui sont arrivés à Mission Tové, en remontant aussi à l'ère allemand, la mission de Brême, le 14 avril 1893, qui a fondé l'église évangélique presbytérienne du Togo. Donc la première station de paroisse du Togo a été installée à Mission Tové. Et les premiers baptisés étaient de Mission Tové dans l'église. Et ensuite de ça, il y a les Chinois qui ont amené du riz parfumé, les Chinois taïwanais. Naturellement parfumé. Vous déposez le riz avec son sac dans le coin, vous sentez le parfum de loin, même à 50 mètres. C'est pourquoi tout Mission Tové est parfumé. Voilà. Absolument. Donc, ce matin même, j'étais à la direction générale des bourses et stages et ils parlaient du riz de chez moi. Et je leur ai promis que je leur enverrai au moins c'est les sacs de 5 kilos, non? Oui. Sinon, c'est un bon riz. Merci beaucoup. C'est un bon riz, très bon riz. Donc, Mission Tové est rempli. Qui a été le premier site à accueillir la mission de Brême, fondatrice de l'église évangélique presbytérienne du Togo. Comme historiquement, il est prouvé que c'est la localité d'Adangbe qui la première également a accueilli les missionnaires catholiques à Dangbe d'ailleurs, qui sera en fête le dimanche prochain, parce qu'après une longue éclipse, Dangbe vient d'être érigé en paroisse de l'église catholique, et le premier curé de cette paroisse-là sera intronisé, si je peux parler ainsi, dimanche. Eh bien, Ambroise, vous-même, syriaque, vous êtes invité à Dangbe, surtout que même dans l'église, il y aura beaucoup de la richesse culturelle des artifs aussi à Dangbe. Syriaque, c'est une invitation que je vous donne publiquement. Merci beaucoup. Vous devez y être. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, merci. Cette invitation, elle est la bienvenue aussi également à mon niveau, parce que mes nièces sont à Dangbe. Les Dédé, Coco, Tété, tout ça là, c'est... Donc, ensemble, j'ai pris femme chez vous et vous avez pris femme chez moi. Comme ça, il y a égalité parfaite. Non, c'est l'homme qui est venu chercher femme dans ma famille. Ah oui. Donc, c'est ça. Donc, décidément... Oui, ma soeur, je profite pour dire bonjour à ma soeur qui est à l'église. Merci. Eh bien, après cette page culturelle, continuons avec le dossier des préoccupations sociales, socio-économiques. Juste le temps de vous rappeler que lorsqu'il sonnera 12 heures, vous pourrez entrer en ligne avec le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour intervenir par vos questions, vos apports, vos contributions, pourquoi pas vos critiques sur les sujets. Premier sujet, c'est d'abord cette page de diversité culturelle qu'on a développée avec Syriaque Moussouglo. Syriaque que nous séquestrons pour répondre aux besoins, à vos questions. Et nous enchaînons avec les besoins des populations du Togo profond. Je disais que le club de la presse est délocalisé hier dans le village de Djemeni, à environ 8 km sur la route Ngotchen-Toun. Et c'était dans une émission qu'on a animée là-bas avec la Banque mondiale. Et deux projets que pilote le gouvernement, notamment le projet filets sociaux et services de base, notamment le volet des cantines scolaires. Le second projet, c'est projet éducation et renforcement institutionnel dans sa deuxième phase. Et cette émission nous a permis hier de nous rappeler que la Banque mondiale a un portefeuille ici au Togo de près de 200 milliards de francs CFA, qui se décline dans les domaines comme la santé publique, l'agriculture, l'environnement, les énergies et les mines, le développement à la base et la protection sociale, l'emploi des jeunes, etc. Alors, d'autres journaux aujourd'hui reviennent sur quelques réalisations sociales. Ainsi, Togo Matin écrit d'abord à la page 5 que par le MIFA, le mécanisme incitatif pour le financement de l'agriculture, c'est près de 4 milliards de francs CFA qui sont offerts sous forme de crédit pour le monde agricole
entre le 1er août et le 30 septembre dernier, le MIFA qui ambitionne d'augmenter sa cagnotte progressivement. Autre domaine social auquel s'intéresse Togo Matin, qui écrit à la page 11 que par le biais de la DOSI, à savoir la direction de l'orientation secteur informel, plus de 5000 Togolais ont désormais acquis leur certificat de nationalité. Autre page toujours sociale ou socio-économique, c'est Focus Info qui nous écrit à la page 5 que la tendance est toujours à la hausse en matière de création de nouvelles entreprises dans notre pays, ici au Togo. Plutôt le Perroquet qui écrit lui aussi économie, se fondant sur le rapport Doing Business, le Togo est parmi les 5 meilleures nations. Et nous terminons avec chronique de la semaine qui, à la page 2, nous parle de l'électrification rurale, avec notamment le projet CISO qui apporte déjà l'électricité à près de 23 000 foyers dans le Togo profond. Et ramassant tout ça, chronique de la semaine écrit à la page 5, mise en œuvre du mandat social du président Faure Gnassingbé, un bilan satisfaisant sur les infrastructures déjà réalisées. Voilà, Ambroise, une petite page sur différentes réalisations d'ordre social ou d'ordre socio-économique. Oui, à entendre et à vous suivre, on comprend qu'il y a, ça donne l'impression qu'il y a des choses qui bougent, ne serait-ce qu'en matière de projet sur le papier. Mais quand vous rentrez dans la pratique, dans les réalités du terrain, il y a comme l'impression que le chantier est encore vaste. Et comme si rien n'a été fait, parce que plus on crie sur les médias comme quoi telle chose a été faite, plus on constate que la misère, la pauvreté s'agrandit. Je ne sais pas si c'est moi qui en fais l'erreur. Mais ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant, c'est le fait d'abord d'octroyer la nationalité à certains de nos concitoyens. Ce n'est pas octroyer, c'est des opérations foraines pour faciliter et accélérer la délivrance de ce sésame. Il faudrait que cela soit accéléré pour atteindre toutes les localités et éviter que certains étrangers tombent rentrent dans la possession de ce document si cher. Parce que quand le Togolais est apprécié à l'étranger, ce n'est pas pour rien. C'est pour son caractère, son pacifisme et autres. Donc certains aussi étrangers voudront tout faire pour avoir ce sésame-là, que cela se fasse dans les règles de l'art et dans le respect de la loi. Au-delà de ça, vous avez parlé de MIFA. Je crois que c'est un mécanisme qui doit apporter un plus dans le domaine agricole, puisque nous sommes dans le secteur agricole. Et je crois que j'allais lancer un appel la dernière fois au ministre de l'Agriculture, le jeune ministre qui se débat, je vois, à promouvoir, à faire retourner les 300 à 400 000 émigrants dans le domaine agricole. Ça pourrait booster d'abord le secteur agricole et créer des activités génératives de revenus dans le secteur agricole, tant du côté de l'élevage, du côté des maraîchers, du côté de l'agriculture, comment vous l'appelez, familiale. Et ça peut résoudre un tant soit peu la question de la crise alimentaire ou la question de l'insuffisance alimentaire dans certains de nos contrées. Dans ce sens, il faut rappeler également l'opération Téléfood 2019 que vous l'appelez jeune ministre Noël Koutera Bataka lancé, qui ambitionne de collectionner autour de 800 millions de francs CFA pour financer 1 millier de jeunes agriculteurs et de femmes. Pourquoi pas 5 milliards de francs? Je sais que c'est juste pour cette année, mais les donateurs peuvent aller au-delà des 800 millions, puisque l'enjeu est de taille. Quand il s'agit d'absorber les jeunes qui sont en quête d'emploi, il y en a qui même ont le niveau maîtrise ou le master, qui cherchent à faire, ils ne trouvent pas. Si on les convertit dans le secteur agricole, je vous dis que les gens vont y gagner. Quand je prends le cas de cette ferme de Songhai au Bénin, qui ont fait l'exploit dans la sous-région, et que certains sont allés faire l'expérience. Je crois que si on copie ces genres de success story dans les pays de la sous-région, comme le cas de la ferme Songhai au Togo, beaucoup de jeunes, vous allez voir, ils vont même quitter les bureaux pour se retourner à la terre. C'est vrai que le souci qu'il y a aussi à relever là-bas, c'est la question de la disponibilité des terres agricoles. Et cette question, il va falloir, heureusement que le code foncier, le nouveau code foncier,
à essayer de régler, même si son application aujourd'hui doit poser un certain nombre de problèmes, parce qu'il faut des terres d'application pour pouvoir mettre en œuvre réellement le code foncier, qui est un code qui ramène la terre à son cadre originel, c'est-à-dire la terre appartient au premier arrivant, et à ceux qui veulent la rendre, la mettre en valeur. Pas ces multinationales-là qui viennent s'accaparer des richesses de nos terres, ils n'en font rien. Donc, c'est un truc transversal, c'est une question transversale qu'il faut aborder avec stratégie. Donc c'est en cela je continue pas à lancer l'appel. Je l'encourage le ministre, le jeune ministre, l'encourage à aller dans le sens et à sortir beaucoup de jeunes dans la pauvreté. C'est vrai que par ces projets et programmes du gouvernement, on commence à enregistrer des avancées, mais comme Ambroise l'a rappelé, les besoins sont encore très immenses. Mais commençons quand même pas à célébrer les petits succès en souhaitant que de plus grands arrivent. Alors, petit succès également que nous venons d'enregistrer, c'est que notre pays vient d'éradiquer des maladies tropicales non négligées comme la filariose lymphatique. Et ça, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui est venue le certifier. Et à cet instant même, nous apprenons par la direction de la communication de la présidence de la République que des ambulances viennent d'être offertes aux localités, aux formations sanitaires des localités du Togo profond, comme Tohou, Dagny et Badou, qui viennent de réceptionner des ambulances. Cela va soulager quelque peu les soucis de ces populations. Mais si il faut saluer le fait qu'on a réussi à éradiquer la filariose lymphatique et que on nous offre des ambulances, il y a toujours des défis, dont notamment notre hôpital de référence, Sylvanus Olympio, qui a ses difficultés. Un journal, tout en n'étant pas sévère, rappelle quand même que notre centre hospitalier Sylvanus Olympio de Lomé ressemble beaucoup plus à ce que je ne veux pas dire. Un mouroir. C'est le perroquet. Un mouroir. C'est le perroquet qui écrit CHU Sylvanus Olympio dans un état de délabrement total de l'obligation pour le gouvernement d'équiper les centres de santé. Justement pour le Sylvanus Olympio, Ambroise, il y a quand même quelques années que le colonel Ouiaou, il fait un travail. Le CHU vient de passer aussi dans le giron de la contractualisation, mais les appréciations ne sont toujours pas très heureuses, aussi bien de la part des patients que de leurs accompagnateurs. Oui, je me rappelle, lorsque ce projet avait été lancé, surtout dans le cadre de cette contractualisation, beaucoup de médias n'ont pas accordé leur violon par rapport à ce qui sera fait. Parce que c'est la question de terrain qui importe. Ce n'est pas le fait d'avoir le projet sur le papier, tel que ce projet de clinique qui devait être construit à Gonivé, Pérégrinet, ou je sais pas. Donc, parlons de la contractualisation. Oui, c'est juste pour faire un rapprochement, pour vous dire que quand le projet est sur le papier, c'est bien beau, c'est déjà appréciable. Mais les premiers résultats oui. de la contractualisation, notamment à l'hôpital régional d'Atakpamé et à l'hôpital préfectoral de Blita, sont positifs. C'est ça même qui a conduit à ce que d'autres centres de santé entrent dans le jeu. Oui, ça pose le problème de démographie. Là-bas, la démographie n'est pas aussi élevée comme le cas du Grand Lomé. Quand je prends le cas juste de certains quartiers périphériques de Lomé, je prends Ségbé, Sagbado, Clémé, et Lankouvi, tout ça là, c'est des centaines de milliers de gens qui sont là-bas. Et quand on veut aller à la contractualisation, il va falloir mesurer, c'est-à-dire et faire l'étude de tous les contours, de tous les paramètres, savoir quels sont les défis auxquels on peut être confronté à un moment donné, et ça peut résoudre le problème social, parce que la question qui se pose réellement, c'est une question de sociale. Les gens n'ont pas de moyens pour se faire soigner, donc est-ce que la contractualisation peut régler ce problème-là? Mais plus on fait la contractualisation, plus nous rentrons dans la privatisation tacite qui ne dit pas son nom. Et quand on rentre dans une privatisation, on veut dire que les frais de santé, les coûts de prise en charge vont devenir élevés, et ça risque de poser un problème. Oui, à ce niveau-là aussi, puisque nous avons eu l'honneur de recevoir le professeur Moustapha Michiawa, il nous a rassuré
que tous les centres de santé publics qui vont être contractualisés resteront propriété de l'État qui continuera à détenir d'autres propriétés sur les infrastructures, sur le personnel et sur les équipements. C'est juste l'administration de ces centres de santé qui passera aux mains du privé. Et le ministre a également rassuré que les prestations ne vont pas connaître de croissance. Oui, ça c'est bien dit, c'est bien beau. Mais je vois que l'idée qui a amené même la création de cette contractualisation, c'est le fait de sortir de l'administratif et de rentrer dans la pratique des soins de santé face pas aux clients, aux patients. Et le problème que moi je redoute, c'est-à-dire on craignait même la corruption au sein des centres de santé. Et cette corruption va de comment vous l'appelez, d'un médecin qui peut renvoyer son patient dans son clinique privée. Ça part aussi même du bon, comment vous l'appelez, du bon qu'il faut acheter pour pouvoir se faire soigner. Les gens, la queue est là jusqu'à 100 mètres. Justement, c'est ce qu'on veut corriger par la contractualisation, en faisant passer pas l'administration, mais la gestion des centres de santé aux mains du privé. Bon, moi, pour le moment, même si le résultat est à applaudir ou est satisfaisant dans certaines contrées comme l'État et autres, moi, je rappelle je répète que la question de la démographie va se poser parce que je crois qu'il faut renforcer, au-delà de la contractualisation, c'est en termes de proposition, renforcer les unités sanitaires qui sont dans les dispensaires qui sont dans les grands quartiers. Quand je prends le cas de Ségbé, par exemple, l'État a bien fait l'État a bien fait, hein, parce que même le cadre géographique même de ce dispensaire, cette unité de santé est à cheval entre Clémet, Ségbé, Akato et autres. Maintenant, s'ils arrivent à renforcer ça, même avec du matériel qu'on retrouve des fois à Tocoin ou au CHU Campus, ça va freiner le convoi de malades avec la route même qui n'est pas Merci Ambroise. C'est tout un truc transversal qu'il faut régler les préoccupations sociales à leur centre d'intérêt. Et nous continuons sur notre dossier. Ambroise, elle s'appelle, le temps que je retrouve, elle s'appelle Raja Hassoumi. C'est une jeune journaliste marocaine, mais elle défraie la chronique depuis quelques mois. Eh bien, on lui reproche d'avoir eu des relations sexuelles hors mariage avec son foyer. On l'accuse même d'avoir pratiqué ou bien d'avoir fait un avortement, ce que la jeune dame a toujours rejeté. Mais il n'empêche que la jeune consoeur Raja Hassoumi, son fiancé et le gynécologue qui est accusé d'avoir pratiqué l'avortement, ils ont été arrêtés, jugés, condamnés. Et puis, l'heureuse nouvelle est tombée hier. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a pris un décret pour gracier la consoeur journaliste, son fiancé et également le gynécologue. Je sais que vous avez écouté cette information. Alors, quelles ont été vos premières réactions quand vous avez eu connaissance de cette grâce royale qui a permis à Raja Hassoumi, à son fiancé, au gynécologue, de recouvrer la liberté depuis hier? Oui, d'abord, j'étais content qu'une journaliste emprisonnée ait été libérée. Ensuite, apprécier le geste du roi qui avait seul la primauté d'élargir la dame avec son droit de grâce, élargir également aux fiancés et aux gynécologues. Et je crois que ce n'est pas anodin. J'ai comme l'impression qu'il y a une pression quelque part. Justement, il y a eu une forte pression puisque cette affaire a suscité un élan dans tout le royaume chérifien. Il y a même des mémorandas qui ont été signés. Beaucoup de personnes qui ont dit également, notamment beaucoup de jeunes dames qui ont avoué avoir également eu des réactions sexuelles hors mariage et qui s'offraient même pour être arrêtées, également jugées, condamnées. Tout à fait. En cela même, je salue le travail fait par la société civile dans ce pays
qu'il faut reconnaître que c'est la société civile qui a lancé l'alerte et qui a continué la lutte à ce que cette décision arrive. Maintenant, au-delà de ça, je crois que ces pays arabes ou ces pays d'obédience religieuse musulmane risquent de s'ouvrir complètement à l'Occident, le cas de la Tunisie, parce que ça me donne aussi l'impression qu'on ne peut pas empêcher l'eau de circuler. L'homme est comme l'eau. Quand l'eau circule, rien n'empêche l'eau de circuler. Donc, l'évolution du monde, l'évolution humaine amène indubitablement certains régimes ou certains États totalitaires ou fortement religieux à lâcher du lest et à s'ouvrir dans le monde occidental, même s'il y a à copier des choses mauvaises. Tel qu'on le dit. Je suis d'accord. Et dans les préceptes bibliques même, il faut pas des relations sexuelles avant le mariage. Sauf que le monde dans lequel nous vivons actuellement est un monde mouvant et dynamique, au point que dire maintenant à une dame de 25-30 ans de ne pas avoir des rapports sexuels ou des relations sexuelles avant le mariage serait une utopie qui se situe en l'air. Parce que alors, vous parlez des dames, mais qu'en est-il des hommes qui ont également 20 ans, 25 ans? Les hommes, on ne peut... Ça veut dire que l'homme, de nature même, est insatiable. Et quand c'est le goût, c'est l'envie d'aller au-delà de ces sensations corporelles qui va obliger un État ou un dirigeant à prendre des lois. Je suis désolé, le roi l'a obligé de se rétracter parce que c'est humain. Tout en reconnaissant la valeur biblique, la valeur de ces préceptes qui sont des temps immémoriaux, qu'on ne peut pas combattre. Mais je dis quand même que c'est des préceptes qui ont valeur de droit et de coutume dans leur fonctionnement pour pouvoir moraliser la société, pas au point de restreindre la liberté. Merci. Depuis hier, le roi du Maroc a gracié cette jeune dame, son fiancé, le gynécologue. Même si officiellement, à Rabat, on s'en défend, il est de plus en plus établi que le souverain chérifien a dû céder devant la pression populaire, l'élan populaire dans ce pays. De plus en plus de personnes s'expriment ouvertement pour que les relations extra-conjugales soient dépénalisées et pourquoi pas l'avortement légalisé. Mais ça, c'est jusqu'à l'homosexualité. Ça, c'est une autre paire de manches. Mais il n'y a pas que Raja Hassoumi qui a été gracié hier. Un certain Foli Sachivi a également bénéficié des bons offices de la grâce que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a bien voulu lui accorder. Et naturellement, beaucoup de journaux reviennent là-dessus aujourd'hui. Dans Écho du Pays, qui écrit « Et Faure Gnassingbé libéra Sachivi Foli », qui, dans la foulée, a qualifié la décision présidentielle de courageuse. Écho du Pays rappelle que l'activiste Foli Sachivi a recouvré sa liberté hier suite à la grande présidentielle que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, lui a accordée. Et Écho du Pays écrivait que cette grâce a surpris l'opinion parce que peu de Togolais s'attendaient à une telle libération de Sachivi Foli. Autre journal, c'est Flambeau des démocrates qui, à la page 4, écrit que Foli Sachivi enfin libre. Et Flambeau rappelle que Foli Sachivi, c'est le premier responsable du mouvement, en aucun cas, qui a été appréhendé depuis le 22 août 2018 et il vient d'être condamné devant la cour d'appel et sa libération par grâce intervient moins d'une semaine après sa condamnation en appel. Et autre journal qui s'y intéresse, c'est Togo Matin qui se demande si Foli Sachivi reprendra la lutte là où il a laissé. Juste rappeler que Foli Sachivi a été condamné pour trouble à l'ordre public et rébellion. Alors, si Togo Matin se demande si Foli Sachivi reprendra la lutte où il a laissé. Ambroise, vous connaissez la lutte que menait Foli Sachivi, qui l'a conduit à ce séjour en prison? En fait, le jeune Foli Sachivi est un activiste, ça on le connaît sur ce terrain. Même sur le terrain étudiant, il est à l'avant-garde de la défense des revendications des étudiants. Sachivi est allé organiser une conférence de presse, je crois, au centre communautaire de Baie, et il a été pris.
Mais au-delà de cette conférence de presse, il y a un combat politique qui tient à cœur à Foli Sativi. C'est en cela je dis qu'il est activiste. Quand on est activiste politique, ça en dit long et ça dit tout. Ça voudrait dire que le monsieur à l'avant-garde, surtout contre plus de 2 mandats d'un chef d'État ici au Togo. Et le mouvement Nokan quand même en est révélateur, on est évocateur dans le sens où en aucun cas nul ne peut faire plus de 2 mandats. Moi je l'ai suivi hier sur Radio France en exclusivité et j'ai compris que le combat ne vient que de commencer. C'est ça pour... L'histoire a démontré que ceux-là qu'on embrigade... En clair, Foli Sativi a laissé entendre qu'il continuera à se battre comme Faure Gnassingbé ne puisse pas être candidat à l'élection présidentielle. Comme les Agbouibo en le temps, comme les Maurice Kanto. Hier, je le suivais sur Radio France. Je me dis que le monsieur Paul Biya a fait l'erreur même de l'embrigader. Il a renforcé, on renforce souvent ces gens-là. Oui, on renforce ces gens-là à se galvaniser de plus. D'abord, il faut saluer la grâce, parce que j'ai cru comprendre que Faure Gnassingbé attendait juste le processus judiciaire bouclé pour pouvoir gracier Foli Sativi. Foli Sativi a eu des soutiens, pas possible, des soutiens extra-territoriaux, jusque dans les grandes sphères même des Nations Unies. Sativi a eu les ballets citoyens, les Filimbi, tout ça, les artistes de renom, comme mon grand frère Alpha Blondy, Alpha, je ne sais pas, mais plutôt Tikenja Fakoli, les Fali Poupa, tout ça là, sont rentrés dans le jeu. Et quand ces messieurs-là rentrent dans le jeu, c'est la crédibilité même de l'État togolais et de son dirigeant qui est mise en jeu. Eh bien, est-ce que Foli Sativi va reprendre sa lutte, à savoir opposition à un 4e mandat? Il a dit hier, on verra bien. Il a dit hier, tout en rappelant au chef de l'État qu'il serait bien de libérer les autres détenus politiques aussi. Merci, on va y arriver avec autre journal, Chronique de la semaine, qui écrit, lui, à la page 3, que l'activiste Foli Sativi libéré grâce à la magnanimité du président Faure Gnassingbé. Autre journal qui s'y intéresse, c'est Liberté, qui écrit d'abord à la page 8, fin de calvaire d'un détenu politique. Donc Liberté qualifie Foli Sativi de détenu politique. Et prenant acte de cette mesure de grâce, Liberté écrit grâce présidentielle sur fond de ségrégation. Et pour terminer, autre journal, c'est le Panafricain qui écrit grâce présidentielle entre Foli Sativi et Kpacha Fora choisi. Ambroise? Entre Foli Sativi et Kpacha Gnassingbé Fora choisi. Non, les contextes ne sont pas les mêmes. Et Kpacha est inculpé pourquoi? Pour attentat à la sûreté de l'État. Les chefs d'accusation portés à l'endroit de Foli Sativi ne sont pas les mêmes. Mais je crois que c'est une occasion qui est donnée à Faure Gnassingbé, qui ne sait pas ce qui va arriver en 2020, de libérer son demi-frère, Kpacha Gnassingbé. Parce que Kpacha a fait plus de 10 ans en prison. Oui, il avait été arrêté en avril 2009. Nous sommes aujourd'hui en octobre 2019. Eux, au niveau du pouvoir, peuvent trouver d'autres arguties liées à d'autres choses qu'on accuserait Kpacha Gnassingbé, qui n'est pas forcément lié à l'État togolais. Mais les Togolais, eux, ils savent quand même que Kpacha a été pris chez lui, il y a un terme qu'ils utilisent, a été enlevé chez lui à la maison et gardé en prison depuis 10 ans. C'est pas bien. Je crois que... Mais entre-temps, le jugement de cette affaire a eu lieu et Kpacha et ses amis avaient avoué qu'ils voulaient vraiment faire un coup d'État. Ce qui est quand même un crime vis-à-vis de la constitution togolaise. Ça, c'est ce qu'ils disent. Mais j'ai toujours dit que moi, je plaide pour la libération de Kpacha Gnassingbé, sans embâche. Mais au début de cette affaire, j'ai toujours dit que Kpacha même n'est pas blanc. Moi, je l'ai dit ici. Parce que j'ai vu une scène un jour, j'ai souvent l'habitude d'en parler. Je ne sais pas s'il faut le rappeler. L'essentialité, c'est que Faure Gnassingbé puisse avoir la pitié de libérer Kpacha Gnassingbé. Et certains, entre griffes, peuvent donner raison à Faure Gnassingbé d'avoir embrigadé Kpacha Gnassingbé en ce temps-là. Au vu de certaines réalités du terrain, il suffit de voir Kpacha sortir, vous allez voir tout un armada de cheval. Et quand vous voyez ça, vous avez peur qu'aucun président en exercice, fût-il demi-frère ou frère de tel monsieur, avec ce genre de comportement,
affiché publiquement, ne voudra jamais laisser ce monsieur en liberté. Sauf que Kouacha Gnassingbé, dans son purgatoire, a eu la contrition. Il a demandé pardon. Et moi, en tant que chrétien, quand on demande pardon, c'est que la personne a reconnu qu'il a peut-être fait quelque chose qui n'est pas bien. Quand la personne demande pardon et qui devient même pasteur en prison, je crois que il appartient à Faure Gnassingbé de tirer les conclusions. Merci. Et de l'élargir. Les libérations par grâce royale de Raja Rassouni et par grâce présidentielle de Foli Sativi. Vous intégrez ça également à vos préoccupations. Peut-être que vous allez intervenir là-dessus lorsque midi va sonner. Quant à nous, nous passons maintenant au maire. Et si les comptes sont bons, les 117 maires et leurs adjoints ont déjà pris fonction. Certains ont déjà commencé des réunions dans leur commune ce matin. C'est le cas par exemple à Vaux-Centre, où le nouveau maire rencontre aujourd'hui le personnel de sa commune. Alors, qu'est-ce que les journaux écrivent sur les maires? C'est le Tonnerre, le journal Tonnerre Teounyamsa qui écrit « Prise de fonction effective des nouveaux maires, des nouveaux élus locaux au travail. Mesdames et messieurs les maires, écrit le Tonnerre. Quant à Flambeau des démocrates, il met à sa manchette Dame Florence Yawa Kuigan, la désormais maire de la ville aux 7 collines. Vous connaissez la ville aux 7 communes, Ambroise? Oh, qui ne connaît pas Atapamé? Merci beaucoup. Eh bien, Atapamé est la première grande ville du Togo à avoir une maire légitimement élue. Atapamé, c'est la première ville à avoir une maire élue. Ça, c'est important et le Flambeau met ça en exergue. Mais Flambeau revient sur le phénomène de la création du district autonome du Grand Lomé. Et le Flambeau qualifie cela de partie d'échec. Et le Flambeau écrit que le district autonome du Grand Lomé va supplanter les communes dans l'exécution des actions propres à la capitale. Notamment ce district qui va connaître de la gestion des infrastructures d'importance nationale, commerciale, sportive ou encore sanitaire, la construction des marchés et hôtels. Et le Flambeau en conclut que la démocratie à la base dans le Grand Lomé est réduite à une partie d'échec. Et autre journal qui s'inquiète également de la création du district autonome du Grand Lomé, c'est le Bâtisseur qui écrit « Érection du district autonome du Grand Lomé, les 13 maires de la capitale se retrouvent ainsi mis sous éteignoir. » Et le Bâtisseur se demande si ces 13 maires vont rester ou démissionner. Ambroise. Non, ils ne vont pas démissionner. Comment démissionner? Vous savez, nous sommes ici sur une autre planète. Hein. Le Togo est carrément une autre planète parce que vous ne verrez dans aucun pays au monde, que ce soit à Istanbul, en Turquie avec Istanbul, à Paris, avec la France avec Paris et autres, même à côté, une petite capitale morcelée comme des petits gâteaux à des enfants. C'est pas possible. Ça, ce n'est pas le pire. Le pire, c'est qu'on veut nommer des gens pour supplanter ou coiffer des gens élus. Ça, c'est une aberration juridique qui sort de l'entendement humain et qui risque même de créer des conflits tous les jours ici à Lomé. À propos de conflits éventuellement, lorsqu'il prenait fonction, le maire de la commune 4, à Moutier-V, Jean-Pierre Fabre, réitérait son désir d'avoir l'effectivité de son pouvoir de maire sur les infrastructures de sa juridiction. Absolument. Ça, c'est les dés sont lancés. En écoutant Jean-Pierre Fabre réellement, vous comprendrez qu'aucun maire ne sera élu et vouloir être coiffé par un tout-puissant gouverneur. Vous savez. Mais ces maires-là seront opposés à la limite que fixe la loi, parce que la création du district autonome du Grand Lomé est faite sur la base de la loi. Et je ne vois pas de maire qui aille à l'encontre d'une loi de la République. Mais cette loi a été faite par qui et à quand?
la loi cette loi n'est pas contenue dans l'ancienne loi de 2007 sur la décentralisation. C'est une loi fabriquée par les députés, que moi j'appelle nommés, entre griffes, et qui a été fabriquée nuitamment, comme Fogna Singbe est arrivé au pouvoir la nuit là, et faite par des gens qui n'ont aucune légitimité. Vous ne pouvez pas dire ça, Ambroise. La preuve, les élections locales qui ont consacré les Jean-Pierre Favre, ces messieurs-là ne se retournent nulle part. Les Jerry Tama, les Abbas Kaboa, tous ces machins-là, ils ne se retournent nulle part. Mais et leur parti même. Oui, pour démentir ce que vous dites là, les élections locales ont plutôt consacré le pouvoir, enfin le parti UNIR et ses alliés. Je ne parle pas d'UNIR. Au détriment de l'opposition. UNIR, c'est ce qu'il fait souvent pour frauder et conserver certaines contrées. Ça, moi, je n'invente rien. La seule élection qui a marché au Togo, c'est en 58, en dehors de 94. Maintenant, puis il s'agit de moi. Je dis que les faits sont têtus. Et quand vous morcelez une petite capitale en 13 communes avec un gouverneur nommé, bonjour les dégâts. Et même s'il y a le juge administratif, j'en viens là, ça c'est le cadre juridique. Parce qu'il peut y avoir un conflit à tout moment, et que le maire ou le préfet ou le gouverneur le porte devant un juge administratif, la justice même, il y a une corruption pas possible au sein de la justice. Quand on parle de l'élargissement de Folie Sativi, ce ne devrait pas être Fogna Singbe qui le fasse. Puisque Sativi, dans le fond, n'a rien fait. Tous les avocats ont été clairs. Ça veut dire que la justice, à un moment donné, a mal fonctionné. Et si cette justice va continuer par mal fonctionner, le conflit va être exacerbé au niveau des communes. Et là, je crains que certaines communes, on aurait aimé qu'elles soient gouvernées comme elles étaient, que d'avoir un maire légitimement élu. C'est ça le problème. On dit, nous sommes devant un apprentissage d'administration communale, aussi bien les nouveaux maires que le pouvoir. Chacun devra s'exercer au regard de la loi, mais juste rappeler que le district autonome du Grand Lomé trouve sa création est fondée sur la loi. Sur la loi. Donc légalement, il n'y a pas de débat, même si on peut toujours continuer, mais ce n'est pas une création artificielle. Maintenant, est-ce que la loi là requiert l'assentiment de tout le monde? C'est un autre débat. Et puis, le district sera composé de 53 personnes, à savoir le gouverneur, et 26 élus, à raison de 2 élus sur les 13 communes du Grand Lomé, et 26 personnalités nommées par le président de la République. Voilà, c'est ce que dit la loi, et on en verra quand ce sera effectif. On ne parle même pas des maires qui sont élus, au sein duquel ce gouverneur sera élu. On va encore nommer d'autres personnes, et on l'élargit à 2 personnes. Vous savez pourquoi? Le parti uni fait tout pour pouvoir être favorisé dans tout. Et quand dans la vie, même dans la vie humaine, vous êtes gourmand, un jour, vous aurez à manger et vous aurez à avoir des problèmes au niveau de la gorge. Et c'est ce qui va arriver. Nous prions juste seulement que, comme les hommes n'arrivent pas à défaire ce régime, que Dieu même, lui-même, descende pour défaire ce régime. Parce que nous sommes face à un régime qui est autiste, qui n'écoute personne. Quand je prends juste le cas de la loi, qui a été modifiée, la loi Bodjona, vous comprendrez aisément que même le petit espace de liberté qu'on doit donner. Moi, je suis mécontent, je veux manifester. Donc, quand je suis content, je veux manifester, même les parents à la maison, l'enfant qui veut pleurer là, papa, je veux pleurer. C'est comme ça, la loi me dit. Est-ce que l'enfant demande la permission avant de pleurer? Justement, c'est ça. Moi, je suis mécontent dans un pays, par injustice. Spontanément, je peux me lever. Comme ça s'est passé en 2017 ou 2016. Maintenant, vous me tracez des lignes, assure. Quand je suis mécontent, avant de commencer par pleurer d'ailleurs, je demande, papa, je veux pleurer. C'est ça la loi. C'est ça même l'essence. La métaphore. La permission que le papa refuse, alors là, vous ne pleurez pas. Justement, un monsieur me disait la dernière fois que pour y arriver, quand tu veux demander avant de pleurer, la lame même vient d'avance. Ce qui veut dire que les populations n'ont pas besoin de cette loi pour manifester. Comme ça c'est fait en Algérie, partout. Que cette loi existe, d'accord, ça c'est le légal. Maintenant le tacite, c'est que nous sommes mécontents, on sort. Les militaires n'ont qu'à tirer. On verra celui qui va gagner. C'est ça le problème. Je ne sais pas ce qu'il va en advenir. Donc le monsieur m'a dit, mais tu dis qu'il ne sait pas pourquoi les gens se plaignent qu'il y a une loi. Mais la il loi faut rappeler que, sauf les volcans qui explosent sans informer, mais en République, tout est codifié, tout est réglementé. Oui.
pour que nous sortions de la loi de la jungle. Sauf que tout est codifié, réglementé et conventionnel. Les traités internationaux auxquels l'État togolais lui-même est parti aujourd'hui sont violés à travers cette loi. La constitution togolaise est violée à travers cette loi. La constitution togolaise donne la liberté aux gens de manifester comme ils peuvent partout. Maintenant ici, avant de manifester, il faut voir s'il est 11h. Donc s'il est 11h, tu peux sortir. C'est comme je parlais de pleurer. Donc sortir, mais où? Tu ne peux pas passer d'abord au niveau des grands marchés de Lomé, au niveau des ambassades, tu ne passes pas, au niveau des commissariats. Alors que dans toutes ces sphères de la vie de Lomé, d'abord les rues même sont difficilement praticables et les rues sont pas nombreuses. Où est-ce que les gens vont manifester? Merci. C'est ça le problème. Il y a les traités internationaux, il y a les conventions et les principes, mais il faut également reconnaître que des États s'accordent la liberté de respecter scrupuleusement ces principes, la convention ou non. La preuve, quelqu'un que vous avez cité tantôt, un pays, la Turquie qui est actuellement, depuis une semaine, qui a envahi le nord d'un autre pays, la Syrie, oui, contre les conventions internationales, contre même ses partenaires. Et les gens ont beau crier, mais la Turquie continue à dire qu'elle va faire là-bas en Syrie ce qu'elle veut. Ça, c'est la violation des règles du droit international. Parce que la question du droit d'ingérence, ou bien de la non-ingérence, inscrit dans le droit international, n'est pas respectée par la Turquie. Et ce qui est flou, c'est une géopolitique qui est floue dans ce sens. En ce sens que la Syrie de Bachar al-Assad, qui est un soutien aux Kurdes, qui se retrouvent sur 3 territoires en même temps, l'Irak, la Syrie et la Turquie, qui est soutenu par Bachar actuellement. Un Bachar al-Assad soutenu par la Russie, maintenant soutient la Turquie dans cette bataille. C'est flou. On ne peut pas comprendre. Et les États-Unis qui disent, OK, il faut continuer. Maintenant, il revient de dire ne pas continuer. Au même moment, Donald Trump qui dit aussi que les Kurdes ne sont pas blancs. Ils disent à 3000 soldats américains, les Rangers, de quitter le territoire. C'est pour permettre à la Turquie de mater et après on viendra. Donc, le droit international est bafoué partout et je crois que les Nations Unies ont une obligation de réitérer les valeurs démocratiques, les valeurs de non-ingérence et les valeurs du respect du droit international. Merci. Dans toutes les sphères des bel idéal, sauf que la réalité est souvent tout autre. Il y a les conventions, il y a la loi internationale, mais les États ne demeurent pas moins indépendants et souverains dans certains domaines. Justement, on va aller rendre visite à l'un de vos amis à la tête d'un pays ami, c'est Alpha Condé en Guinée. Et justement, à propos de la Guinée, le bâtisseur écrit boulimie du pouvoir pour un éventuel 3e mandat. Alpha Condé s'impose, la rue s'oppose. Et les bilans, tels que le confrère le Perroquet revient ici dans l'intention prêtée à Alpha Condé de changer la constitution et de se faire octroyer un 3e mandat. Les bilans, tels que dit sur les radios internationales depuis hier, la Guinée a déjà enregistré 9 morts, des blessés, et c'est loin d'être terminé en Guinée, Ambroise. Est-ce qu'on a besoin de ça en Guinée? Alpha Condé, qui était un opposant depuis 40 ans, d'abord à Sékou Touré, ensuite à Lansana Conté, qui devient un président sur qui on peut compter pour pouvoir tracer les voies démocratiques, devient un dictateur de haut niveau. Je tombais des nuits. Mais je me dis que quand vous avez affaire à un fou, ils sont au moins 4 sur la planète. Non, nous parlons quand même de chef d'État. Je n'ai donné le nom de personne. Oui, mais quand même. Je vais illustrer. Si on a parlé d'Alpha Condé, ça veut dire que je vais illustrer le comportement des gens. Quand vous voyez un Alpha Condé devant les étudiants, vous avez vu la vidéo? Alpha Condé devant les étudiants. On ne sait pas s'il était saoulé ou il était saoulé ou ça ou quoi. Un président qui se comporte comme ça peut aller facilement à cette dérive qu'on constate aujourd'hui en Guinée. Et j'ai l'impression que la France doit avoir un mot à dire dans cette histoire de la Guinée. La Guinée est indépendante depuis 61 ans. Ne me parlez pas d'indépendance. Quand la Guinée regorge aujourd'hui un taux élevé de bauxite, c'est-à-dire que le bauxite, c'est la Guinée qui regorge le 80% du bauxite mondial ou africain. Quand vous allez au Niger, c'est l'uranium qui sent. Vous allez au Mali, au centre et au nord, c'est l'or. Et vous laissez la France en dehors de ça, vous vous trompez. Donc c'est pour vous dire en réalité que le régime
politique français n'est pas anodin, n'est pas loin de ce qui se passe en Guinée. Et quand Alpha Condé rencontre Emmanuel Macron, 2 semaines après, cette crise-là... Vous assistez aux entretiens entre Condé et Macron? Non, j'ai lu les journaux. Il y a eu des journaux panafricains que j'ai lus sur des médias qui prouvent que la France doit dire non au 3e mandat de Alpha Condé, non au 3e mandat d'Alassane Ouattara, non au 4e mandat de Faure Gnassingbé ici au Togo. Merci. C'est le minimum que les peuples demandent. Merci. Vous avez constaté, comme j'ai cité ce dicton populaire attribué aux militaires qui aiment dire que le terrain commande l'action. C'était pour dire que cette semaine, avec les ateliers, les séminaires et puis les maladies qui n'épargnent pas les confrères et autres préoccupations, aujourd'hui, je me suis retrouvé réduit à Ambroise. Donc, il n'a pas eu de contradicteur, alors il s'est livré selon sa verve. Je suis très content même. Que vous le connaissez. J'aurais aimé qu'il y ait eu quelqu'un en face d'Ambroise pour le contredire. J'ai invité Sam Djobor, malheureusement, il ne peut pas arriver avant qu'on le finisse. Sauf que c'est moi qui invite Ambroise. Okay. Merci. chacun. Non, c'est pour rire. Merci beaucoup. Eh bien, il sonne 12 heures. On a parlé de beaucoup de choses. Diversité culturelle avec Cyriaque Moussouglo, qui est resté à nos côtés. On a parlé des préoccupations des populations à la base. On a parlé également des grâces royales au Maroc, présidentielles aussi au Togo. On a revisité l'entrée en fonction des nouveaux maires. Et on a fini avec ce petit tour en Guinée. À présent, la parole est à vous sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 et vous entrez par vos questions ou autres commentaires. 93.5 Canal FM. Eh bien, la parole est à vous. Le premier de la classe aujourd'hui. Bonjour. Allô, bonjour, Sas. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Dieudonné. Dieudonné. Oui. Eh bien, nous vous écoutons. Vous souhaitez intervenir sur quel sujet? Sur la politique. Oui. Avant que le peuple d'Israël ne quitte Pharaon, il a fallu que Dieu même endurcisse le cœur de Pharaon. Donc, ce qui se passe au Togo, c'est Dieu même qui va intervenir. Donc, ne vous inquiétez pas, on va prier toujours. Bon, comme vous jouez sur la prophétie, là, je ne réagis pas. Merci beaucoup. Je vous en prie. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Antoine. Antoine. Oui. Eh bien, quel est le sujet qui vous intéresse? Je salue tout le plateau. Nous vous saluons aussi. Et je voudrais poser cette question à notre frère Ambroise là. Mm-hmm. Oui, bon, à chaque fois que je l'écoute au club de la presse, et il se substitue à un chef de parti politique qui n'est pas bien. Mm-hmm. Il n'a qu'à faire un effort pour se mettre dans la peau du journaliste. Mm-hmm. Et ça sera la fierté de cette corporation. Merci. Donc, merci pour c'est plutôt une remarque. Ok, Ambroise va vous répondre. D'abord, je ne crois pas que vous soyez journaliste. Vous ne maîtrisez pas les règles du journalisme. Non, rien n'empêche. Non, il a parlé, moi je veux parler. S'il vous plaît, nous n'allons pas jouer au donneur de leçons. L'auditeur a écouté, oui. Il a fait une remarque. Moi aussi je veux parler. C'est-à-dire, est-ce qu'il a fait le journalisme pour savoir les règles du journalisme? Comment un journaliste doit aborder tel sujet, tel sujet? C'est ce que je dis. Donc merci. moi, je n'ai pas de l'auditeur suivant, bonjour. Ah, il est parti, mais il va revenir sûrement, n'est-ce pas, Michel? Oui, bonjour l'ami en ligne. Bonjour. Oui. Étienne. Oui. Oui, nous vous écoutons. Sassgaou. Oui. Je ne suis pas d'accord avec Ambroise Bonjo, le fait qu'il appelle le président fou. Il n'a qu'à corriger son langage. Nous sommes là, on vous écoute. L'émission, ça nous fait beaucoup de plaisir. Il ne faudrait pas qu'on dise de n'importe quoi à la radio. Merci beaucoup. Merci. Mais avant vous, j'ai déjà rappelé à Ambroise que nous devons avoir de la courtoisie à l'endroit des personnes dont nous parlons, surtout des chefs d'État, qui ne sont quand même pas rien. Ambroise, c'est quand même une règle de courtoisie. Oui, moi je n'en disconviens pas. Sauf que moi j'ai mon opinion sur les sujets. Oui, mais avoir votre opinion, mais respecter quand même les gens dont nous parlons, c'est important. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur John depuis Agoué. Ah, John depuis Agoué. Oui. Alors, quelle est votre préoccupation aujourd'hui? D'abord, laissez-moi féliciter Ambroise pour avoir tenu l'antenne seule. Oui. Il s'est défendu très bien.
Et je n'aime pas qu'on fasse des remarques. Celui qui a fait la remarque le premier là, quand on a remarqué, il s'équipe. S'ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas à laisser. Lui, il s'est défendu jusqu'à finir une émission. C'est très très bien. Maintenant, je reviens sur le sujet de M. Passa. Oui. Il a fait un développement. Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, monsieur? Oui, il a fait un développement que rares des journalistes ont fait. Il a reconnu les dérives de Passa et il a relevé la contribution que Passa a fait à l'égard de son frère. Et je dis, si ça tombe dans les oreilles de son frère, je ne vois pas pourquoi il ne faut pas le libérer. Je le félicite beaucoup. Ambroise, parfois, quand il fait certains développements, ça mérite. Aujourd'hui, j'ai été d'accord avec lui. Et c'est un journaliste qui cherche et qui cherche et qui cherche. Il se perfectionne. On doit le féliciter comme ça. C'est pas facile ce travail. Merci. À ce sujet, au Club de la Presse, on dit tout, mais seulement je nous prie, nous tous, d'avoir des égards les uns à l'endroit des autres, et surtout des personnes physiques et morales que nous respectons. Sinon, la critique est permise, juste un peu de courtoisie. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, Ponce César. Pardon? Je suis Ponce César. César. Oui, César. Oui, nous vous suivons. Je tiens très sincèrement vous dire merci. Et pour le travail que vous abattez. Et je voudrais également tirer le chapeau à Ambroise qui, sans langue de bois, s'est exprimé par rapport à tous les sujets d'actualité. Mais tout autant, je voudrais, avec votre permission, donc lui faire quelques reproches. C'est vrai, il a mis Sakivi dans la peau d'un activiste. Et je crois que le rôle du journaliste, c'est d'éclairer l'opinion, mais aussi de savoir, sans langue de bois, et mettre sa langue en lisière. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre lui, ses prises de position et l'activiste que peut constituer donc Sakivi? Et ce sont les préoccupations auxquelles j'ai voulu vous appeler ce matin. Je vous remercie. Je vous en prie. Voilà, nous avons noté, nous y reviendrons à la fin de l'émission. Allô? Auditeur suivant en ligne, bonjour. Bonjour. Ça. Oui. Allô, bonjour. Oui, c'est Patrick Cézine. Oui. Je voudrais remercier au chef de l'État, le président Faure. Il a fait quoi? Pour la magnanimité en libérant notre compatriote Folie Sakivi par la grâce présidentielle. Oui. Dans le même sens, je prierai au chef de l'État d'user de la même magnanimité pour libérer l'honorable Patanya Singé, au moins pour une réconciliation totale du pays, de sa famille. Donc, c'est le point que je voudrais vraiment le remercier, le féliciter pour cette humilité, la bravoure et surtout la grâce présidentielle qu'il a accordée. Il n'a qu'à le faire pour l'honorable Patanya Singé. Merci. Je ne sais pas si le chef de l'État nous écoute, mais sûrement ses collaborateurs lui rendront compte. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, c'est Sylvain. Sylvain Agbaï. Oui, monsieur Sass, bonjour. Bonjour à vous. Oui. Hier, moi, je voudrais poser une question à propos de votre localisation là. Quand nous étions à Djemeni. Oui, mais il paraît qu'à la fin, il n'y a plus de réseau. Non, les aléas de la technique, surtout du direct. Vous voudrez bien nous en excuser. Oh, le direct qui vous... les aléas de Djemeni, ça vous rattrape aujourd'hui aussi, Sylvain Agbaï. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Johannes. Oui, nous vous suivons. En fait, par rapport à... Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Par rapport à Ambroise, oui. Juste lui dire que de ne pas s'inquiéter. Moi, j'apprécie ses analyses. C'est juste ceux qui n'apprécient pas sa franchise, qui trouvent qui préfèrent relever des choses et profiter de ces choses pour lui dire qu'il fait de mauvaises analyses. Voilà, donc ceux qui n'aiment pas la franchise, c'est eux qui s'attaquent à lui. Vous savez, on peut faire tout un débat philosophique sur la franchise. C'est quoi la franchise? C'est quoi la vérité? Reconnaissons seulement que ce que les uns apprécient peut ne pas être apprécié par les autres. Il dit les choses sans langue de bois. Ça, c'est votre appréciation. Pas comme d'autres journalistes. Merci. Vous comprendrez que tout le monde ne soit pas d'accord avec vous. Là, nous sommes d'accord aussi. Deuxième point,
Non, nous sommes d'accord. Deuxième point, lorsque la réunion du PNP avait été empêchée la dernière fois, depuis le début de la semaine, vous n'en parlez pas, je ne sais pas pour quelle raison, si vous le faites, pour quelle raison vous avez choisi de ne pas en parler. Voilà. Et puis... Donc, vous estimez que nous ne parlons pas des difficultés faites au PNP de manifester dans ce pays? Alors, je vous prie d'avoir une écoute globale à toutes nos émissions. Allô? Et nous avons plus de 100 partis politiques. Nous choisissons au Club de la Paix de débattre des questions de préoccupation nationale, s'il vous plaît. Oui, l'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, c'est monsieur? Luc. Ouais. Oui, nous vous écoutons. Au fait, j'appelais pour le grand frère Ambroise. Il a dit entre-temps que on a limité, interdit les gens de marcher sur certaines rues et autres. Je pense que ce sont des mesures prises par l'État pour empêcher des violences. S'il vous plaît, arrêtez de bouger, arrêtez-vous un moment avant de nous parler, s'il vous plaît. Pour le confort d'écoute. Par exemple, lorsque nous voyons en Algérie, lorsque les gens ont marché, ils ont marché sans casser les choses publiques. Mais au Togo, lorsqu'on a eu des manifestations en août 2017, si je ne me trompe pas. Arrêtez de bouger, s'il vous plaît. C'est pour le confort d'écoute. Les gens ont cassé. Donc, je pense que c'est pour cela qu'on a pris des mesures pour que ça n'arrive plus. Donc, si les gens arrivaient à marcher sans casser au Togo, je pense qu'on ne devait pas arriver là et puis interdire aux gens de marcher sur certaines rues. Merci. Je rappelle qu'on a parlé également des besoins sociaux des populations, de la diversité culturelle et bien d'autres choses. Il n'y a pas que la politique, s'il nous plaît. Le suivant, bonjour. Oui, bonjour Moussa. Bonjour à Ambroise Fonjo. Oui. Je voulais rappeler aux auditeurs qui s'attaquent à Ambroise Fonjo qu'ils n'ont qu'à se payer. C'est comme ça, nous aussi, on souffre. Je vais garder le nom des journalistes. Quand ils parlent, quand ils défendent le régime, c'est comme ça, nous aussi, on souffre. On n'a rien contre nos frères togolais qui nous dirigent aujourd'hui. Mais quand ils font et que ce n'est pas bon, on doit reconnaître que ce n'est pas bon. Quand l'opposition fait et que ce n'est pas bon, on doit reconnaître. C'est pas parce que Ambroise parle du président ou des présidents qu'on va l'attaquer, quoi. Nous, on en souffre chaque jour quand ceux qui ne sont pas d'accord ou ceux qui sont d'accord avec le régime, quand ils viennent insulter les autres, on en souffre, mais on les attaque pas, quoi. Là, ils n'ont qu'à souffrir. Donc, vous-même, vous souffrez d'autres jours avec d'autres confrères. Oui, le vieux qui vient le lundi, là. Je n'ai pas de vieux, je n'ai que des confrères ici. Merci, quand il parle avec beaucoup de suffisance, avec beaucoup de... il nous nargue, mais bon, c'est notre frère, on va faire avec. On n'a pas les choix, on est des frères togolais. Voilà. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est ça même l'esprit de tolérance. Ayons seulement un langage de courtoisie. On peut être critique et dur. Seulement, il ne faut pas que nos propos choquent trop l'autre. S'il vous plaît. Ah, le vieux, il y en a beaucoup qui choquent là-bas, mais on fait avec quoi? On fait avec. Merci ça. Pour le courage. Mais bon, le second volet de mon intervention, c'est par rapport à la libération de Sakivili. Oui. Je dis merci beaucoup au chef de l'État. C'est vraiment un grand pas qui vient de faire vers la paix dans notre pays. Mais il en reste beaucoup de frères en prison. Qui pour un rien du tout, en voulant manifester pour leur liberté, sont en prison. Ou qui sont en prison juste parce qu'ils ont affiché une opinion contraire de celle du chef de l'État. Là, il n'a pas fait un effort pour les libérer, pour que vive le Togo. Merci. Et le reste, Dieu s'en occupera, quoi. Merci. Et pour le confort d'écoute, s'il vous plaît, vous qui nous appelez sur téléphone mobile, marquez un temps d'arrêt avant de nous appeler pour ne pas agresser nos oreilles. L'auditeur suivant, bonjour. Oui, alors bonjour, c'est M. Kodjo. Oui, Kodjo, l'ami Kodjo. C'est pour la loi que le gouvernement, le district de Lomé. Et je voudrais dire à Ambroise que tout ça là, c'est la faute de certains partis politiques. Pourquoi je dis ça? En 2015, tout le monde, principalement le CAR avait attaqué
l'ANC qu'il ne doit pas aller à l'élection de 2015. Les gens de l'ANC avaient dit on ne boycotte pas l'élection présidentielle de 2015. Il doit faire tout possible pour aller. On a vu comment le CAR s'est attaqué à l'ANC. Maintenant, le 19 août est venu, M. Jean-Pépa s'est pris à son propre piège en allant aider M. Tikpi Atadam et il n'a pas eu la possibilité de sortir dans cette C14 parce que s'il sort en ce temps en allant à l'élection législative, son parti va disparaître parce que tout le monde va s'attaquer à lui. Et voilà que M. Jean-Pépa voulait respecter l'opinion du peuple. Au contraire, tout le monde l'attaque, les gens ne sont pas allés à l'élection. Bon, là, c'est votre opinion, mais donc, en quoi est-ce que la création du district de Lomé est la faute de l'opposition, comme vous l'avez dit au début? Oui, si c'est que l'opposition et la C14 en bloc étaient allés à l'élection législative, vous croyez que tout ceci peut devenir maintenant? Donc, moi, ce que je voudrais demander à Ambroise, pour le moment, on n'a pas encore entendu les gens de l'ANC critiquer ce district-là. Maintenant, si on nous dit que le président va nommer et ceux qui sont élus vont compléter, si les gens de l'ANC complètent, alors là, moi, je ne saurais plus quoi dire. Le mieux est qu'ils n'envoient pas leurs membres dans cette district autonome de Lomé. Eh bien, on verra ce qu'il en sera le moment venu. Alors, le dernier auditeur aujourd'hui. Monsieur Georges. Oui, merci d'avance pour la précision, la concision de vos propos. Oui, c'est juste pour dire que il faut qu'on libère Pacha. Pourquoi? Parce que on l'a torturé, on l'avait torturé. Et même si on ne doit pas se référer à la décision de la Cour de la CEDEAO, une fois que vous torturez quelqu'un, vous allez à l'encontre de la loi. Donc, remercions le chef de l'État d'avoir libéré Satchevi. Et il faut qu'on libère Pacha aussi. Mais à propos de torture, si mes souvenirs étaient bons, au moment du procès, Pacha avait dit que lui-même n'avait pas été torturé, mais c'est ses camarades de détention qui l'avaient été. Si mes souvenirs étaient bons au moment du procès. Donc, il est le seul en prison actuellement? Je n'ai pas dit ça, s'il vous plaît. Je rappelais juste pour... Donc, si c'est les autres et ils sont en prison, moi, je ne sais pas, hein, il faut qu'on les libère. Et aussi, pour terminer, je crois que, bon, l'autre a déjà parlé. Les gens s'attaquent à Ambroise. Oui, des fois, on a des difficultés à rester dans nos chaises quand on entend un certain Lucien Diossou. Essayez de le maîtriser pour que le débat soit équitable, quoi. Merci. Je vous en prie à vous tous. À propos de maîtriser les confrères ici au studio, les invités, c'est tout un débat. Quand je veux un peu les cadrer, c'est encore beaucoup de personnes qui me reprochent d'empêcher les confrères de parler. Mais c'est un exercice, on apprend au jour le jour. Seulement, ce que je rappelle aussi bien à Ambroise, présent ici, c'est d'ailleurs mon beau-frère, qu'à l'endroit également de Lucien. Je prends les extrêmes et à l'endroit de tous les confrères, la liberté de ton, la critique, seulement de la courtoisie et du respect à l'endroit des personnes dont nous parlons. Et le Togo sera vraiment une démocratie apaisée, une obligation commerciale et nous venons pour clôturer. 93.5 Canal FM. Eh bien, en cette semaine, je voudrais sincèrement remercier les invités et autres confrères qui arrivent à se rendre disponibles pour l'émission. C'est le cas aujourd'hui pour Ambroise Ponjo et Syriac Msouglo. Sincèrement, merci. Tout comme je remercie d'avance ceux que je réussirai à avoir à mes côtés demain. Syriac, la preuve a été faite que aucun auditeur ne s'est intéressé aux problèmes culturels, à la diversité. C'est les mêmes personnes qui nous accusent de parler trop politique. Et quand nous leur donnons la parole, ils sont les premiers à également aller en politique. Oui, mais enfin,
nous, on restera toujours dans notre champ parce que la culture est la clé du développement. L'homme est culture. Bon, c'est une réalité que dans nos pays, on veut se focaliser sur des choses qui paraissent beaucoup plus essentielles. Mais il est essentiel aussi que notre culture se développe. Il est essentiel de voir le travail que les créateurs, les artistes font dans ce pays. Ils font aussi avancer le pays et c'est à nous de le dire si les autres ne veulent pas le dire. À propos de la culture, justement, certaines personnes arguent que nos difficultés économiques et politiques viennent de notre pauvreté culturelle. Des gens disent ouvertement que si nos dirigeants avaient un background beaucoup plus culturel, la démocratie en Afrique se porterait mieux. Je ne sais pas ce qu'ils disent, mais les Africains ne sont pas pauvres en culture. Nous avons de grands créateurs, que ce soit au niveau national ou international. Les Africains font la fierté du monde entier de par leur culture. Ils ne sont pas pauvres dans leur culture et nous avons de très grands créateurs et nos cultures sont parmi les plus riches du monde. Et la diversité culturelle en termes de langue, en termes de musique, en termes de tous autres, le Togo n'est pas à la traîne. Non. Donc sur le plan des langues, nous avons encore des choses à faire par rapport à nos langues nationales parce qu'il est prouvé que ceux qui maîtrisent d'abord leur langue nationale, ils peuvent encore maîtriser mieux les autres langues. Et de ce côté-là, il y a tout un travail qui se fait à travers l'OIF pour que nos langues nationales aussi aient le même primat que les langues étrangères. Mais j'ai reçu un message qui dit que il venait juste de découvrir que vous présidez la coalition togolaise pour la diversité culturelle. Donc, une exhortation à ce que vous vous fassiez beaucoup plus découvrir, pas votre personne, mais la coalition que vous présidez. Beaucoup de travail pour vous faire découvrir davantage. Et bien sûr, nous avons une série de manifestations, des rencontres et par rapport aux acteurs culturels. Oui, ça se fera, oui. Eh bien, le Club de la Presse s'offre déjà comme votre partenaire pour nous parler aussi régulièrement que possible de diversité, de richesse culturelle syriaque. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ambroise Yao Kondjo, vous avez 60 secondes. Oui, d'abord, je voudrais que les gens, d'abord, saluer ceux-là qui nous ont adulés, ceux qui ne sont peut-être pas contents. Nous exprimons nos intentions liées aux faits et aux sujets qui nous sont soumis ici. Et nos commentaires sont libres. Les faits restent têtus, mais nos commentaires aussi sont libres. Donc, nous faisons nos analyses au vu de l'actualité, au vu de notre point de vue sur les choses. Maintenant, moi, je voudrais dire juste au niveau de, pour finir, que j'ai des gens que je veux saluer. Je pense à nos amis qui sont à la direction des bourses et stages, depuis le ministère de l'Enseignement supérieur, M. Sarafa, qui est le secrétaire du ministre, jusqu'à M. Kola, M. Belei, M. Tagba et les autres. Toutes ces personnes qui sont à la DBS, qui font du bon travail là-bas. Merci. Maintenant, votre carton, pour tout terminer. Oui, mon carton, c'est un carton vert vert jaune qui tend vers le vert à Fort Gnassingbé. Disons vert pour l'avoir libéré, Sativi, oui. Tout en espérant qu'il libère son demi-frère ou son frère, Pacha Gnassingbé. Parce que beaucoup le réclament et quand l'opinion publique, toute l'opinion converge vers cet idéal-là, je crois que le chef de l'État mérite ce remerciement et de le faire. Donc pour une réconciliation. Encouragement. Oui, un encouragement à libérer Pacha pour une réconciliation à l'interne au sein de sa famille. Et que par ricochet, si les élections se déroulent très bien en 2020, nous puissions avoir la vraie réconciliation au Togo. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aux techniciens qui nous ont accompagnés, Victor Gwe et Géraud. Merci surtout à ceux qui nous ont suivis et qui sont dans la peine d'appeler pour nous parler franchement. Sachez que le Club de la Presse est un boulevard. Toutes les opinions s'expriment. Tout ce que nous demandons, que ce soit autant que possible vrai, autant que possible utile, et autant que possible bienveillant sur un fond de courtoisie. Et nous nous porterons tous bien. Rendez-vous demain vendredi à 11h. Si Dieu le veut, Dieu le voudra certainement. C'est pourquoi, encore une fois, continuez à célébrer la vie.